Il y a quelques années, lors d'un glacial hiver à Cracovie, j'ai vu un vieil homme arrêter net un mariage de 200 personnes d'un simple geste de la main. La raison, c'était un toast, pas n'importe lequel, un toast mal fait. Ce jour-là, dans le silence soudain qui avait suivi son geste, j'ai compris que dans ce pays, un verre n'est jamais juste un verre, c'est une clé, la clé d'un monde invisible où chaque geste raconte une histoire millénaire, où chaque gorgée contient toute la complexité d'une nation qui a dû se réinventer siècle après siècle. Aujourd'hui, dans le podcast du Double K, je vous emmène avec moi découvrir ce monde secret qui se cache au fond d'un verre de vodka. Vita, dans le podcast du Double K, je m'appelle Jean-Philippe. Je me souviens de ce frisson particulier, ce mélange de confusion et de fascination alors que je tenais mon verre, immobile, sous le regard désapprobateur du vieil homme. C'était comme si j'avais tourné une page au hasard d'un livre sacré sans en comprendre la langue, déclenchant par mégarde une malédiction ancienne. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce malaise momentané, cette brûlure de la honte, allait m'ouvrir les portes de l'une des traditions les plus riches et les plus secrètes d'Europe, une tradition où l'ivresse n'est qu'un prétexte pour quelque chose de bien plus profond. Dans les prochaines minutes, nous allons devenir un petit peu des archéologues du quotidien. Nous allons essayer de déchiffrer le code secret derrière un simple nasdrovier. Nous allons sentir le parfum de l'herbe de bison dans les forêts primaires de Białowieża et entendre les chuchotements des aïeuls autour d'une table de vigilia chargée de symboles. Je vous promets qu'à la fin de ce voyage, vous ne porterez plus le même regard sur ce qui se cache au fond d'un verre. Vous comprendrez pourquoi, en Pologne, boire est un art de vivre, une prière laïque et parfois même un acte de résistance. Tout commence, avant tout, par les yeux. En Pologne, trinquer, c'est d'abord se regarder. Mais vraiment, ce n'est pas un coup d'œil furtif, c'est une promesse échangée, un pacte silencieux. La légende dit, et les Polonais vous le confirmeront avec une gravité qui n'admet pas la plaisanterie, que manquer ce contact visuel, c'est s'exposer à 7 longues années de malheur. J'ai bien dit 7 années. Je me souviens avoir souri la première fois qu'on m'a dit cela, croyant un petit peu à une boutade. Mon ami Piotr m'a regardé sans sourire. En Pologne, on ne rit pas avec ça. Mais les yeux ne sont que le commencement du rituel. Il y a aussi les mains, la façon dont elles tiennent le verre, cristal fin pour les grandes occasions, verre simple pour l'amitié véritable. Et puis, il y a aussi ces mots. Nasdrovier n'est qu'une introduction au riche vocabulaire des toasts. Il y a aussi le stolat qui fait trembler les salles de banquet, un vœu de 100 ans de vie qui résonne comme une prière laïque portée par des voix unies dans une émotion collective palpable. Et que mettons dans ces vers? Un genre d'ambre liquide. C'est ainsi que certains voient la Joubrouvka, cette vodka traversée par une brindille d'herbe de bison qui lui donne sa couleur et son âme unique. La première fois que je l'ai goûté, c'était dans un petit appartement de Varsovie, dans un immeuble encore marqué par les stigmates de l'histoire. Mon hôte, que je pourrais qualifier un historien qui s'appelait Marek, m'a raconté comment cette herbe était autrefois broutée par les derniers bisons d'Europe, ces géants survivants des temps anciens, symbole un petit peu d'une nature que les Polonais chérissent comme un trésor national. Boire une Joubrouvka, c'est avant tout avaler un paysage. C'est siroter un écho de forêt primaire, c'est devenir l'espace d'une gorgée, le gardien d'une mémoire écologique et culturelle. Et puis, il y a aussi cet autre alcool, la Sliwowica, cette eau de vie de prune si forte qu'elle pourrait redonner vie aux morts.
comme on dit dans les Carpates. Chaque famille, chaque région a sa recette, son secret jalousement gardé. On m'a confié une bouteille artisanale dans un village des monts Tatras, un liquide un petit peu doré, conservé comme une relique, qui était réservé aux occasions véritablement importantes. Celle-ci, m'avait dit la vieille femme qui me l'attendait, elle a vu la chute du communisme. Mais pour comprendre le cœur battant de cette tradition, il faut assister à son moment le plus sacré, c'est la Vigilia, le réveillon de Noël. Je voudrais vous emmener avec moi dans cette maison de campagne près de Lublin, où j'ai été invité il y a 3 4 ans. La neige tombait silencieusement, ensevelissant le monde sous un manteau blanc. À l'intérieur, la table était recouverte d'une nappe blanche immaculée avec une botte de foin glissée en dessous. Souvenir un petit peu poignant de la crèche, rappel de l'humilité des origines. Il y avait ce silence particulier, l'attente recueillie avant le commencement du rituel. Puis vint l'opoithèque, cette fine hostie non consacrée, qui est même plus légère qu'une feuille morte. Je me souviens d'ailleurs de la main ridée de la grand-mère, Barbara, qui me tendait son morceau. Ses doigts tremblaient légèrement, marqués certainement par l'âge et les hivers, et elle me dit pour toi, dans un français un petit peu hésitant. Elle me disait ainsi: je souhaite que tu trouves la chaleur, même dans les hivers les plus froids de ton âme. Nous partagions donc le poitec, rompant délicatement un morceau de celui de l'autre dans un geste d'une incroyable douceur. C'était pas du pain, c'était du lien pur, tissé à base de farine, d'eau et surtout d'intention bienveillante. Et puis vint le premier toast, pas avec de la vodka, non, mais avec du compote, un nectar sucré aux fruits secs, épais et réconfortant, un petit peu symbolique. La douceur d'abord, la force ensuite. Ce n'est qu'après le premier service, après les barches rouges, les pierogies, que le patriarche, Yann, un homme droit, un petit peu comme un I, malgré ses 80 printemps, s'est levé. Son verre de vodka tremblait légèrement dans sa main noueuse. Il n'a pas dit à notre santé. Il a regardé chacun de ses petits-enfants, un par un, et a dit d'une voix rauque d'émotion: à la mémoire de ceux qui ne peuvent plus être avec nous à cette table, et à l'avenir de ceux qui sont là, puissiez-vous porter notre histoire sans être accablés. Dans le silence religieux qui a suivi, le cliquetis des verres a un petit peu résonné comme un sanglot joyeux, une affirmation de la vie face à l'oubli. À ce moment précis, les larmes, elles me montaient quasiment aux yeux. J'avais compris, ce n'était pas une coutume, c'était plutôt une transmission, une chaîne humaine ininterrompue à travers le temps, où les morts et les vivants trinquaient ensemble. Mais que reste-t-il de tout ça aujourd'hui? Que devient cette chaîne fragile à l'ère du numérique, dans les cafés branchés de Varsovie où on sert de la vodka infusée au yuzu et où les conversations se mesurent en likes et en partages? J'ai posé la question à Katagena, c'est la petite fille de Barbara, c'est une graphiste de 28 ans, ou un petit peu aux cheveux roses bonbons, qui semble incarner à elle seule le fossé des générations. Elle m'a alors emmené dans un bar à Schott du centre-ville, un lieu où la musique électronique se mêlait aux lumières néon. Ici, m'a-t-elle dit, en commandant une vodka au gingembre et au citron, nous ne célébrons plus tout à fait les mêmes choses, nous célébrons plutôt une promotion, une rupture, un simple vendredi soir, c'est plus léger. Mais alors qu'elle levait son verre coloré,
Son geste s'est figé une microseconde. Ses yeux, habillés d'un phare à paupières scintillant, ont cherché les miens avec une intensité soudaine. Et dans ce regard, j'ai revu Yann, j'ai revu Barbara, j'ai vu l'écho de cette maison enneigée près de Lublin, de cette table chargée d'histoire et de silence. En fait, le contenant change, m'a-t-elle expliqué plus tard, en sirotant son cocktail, le contenu aussi, mais le geste, oui, ce geste, lui, il reste. C'est un petit peu notre façon de dire: «Regarde-moi, en ce moment, je ne suis pas seul, tu n'es pas seul, nous sommes ensemble, vraiment ensemble, même si c'est juste pour le temps d'un shot». La tradition, voyez-vous, elle n'est pas morte, elle n'est pas cette relique poussiéreuse que l'on sort pour les grandes occasions, elle respire simplement différemment. Elle s'adapte, comme l'herbe de bison qui plie sous le poids de la neige mais ne rompt point, attendant le dégel pour reprendre sa course vers le ciel. Alors, me voilà, quelques années plus tard, repensant à ce mariage à Cracovie, à ce vieil homme et à son geste réprobateur. Je comprends maintenant qu'il ne défendait pas une simple règle de politesse ou un caprice d'ancien. Il protégeait en fait une histoire, un fragile fil d'or tissé entre les générations, un fil qui relie les fêtes villageoises d'autrefois aux bars branchés d'aujourd'hui, les samovars d'antan au verre design de maintenant. Ce qui se joue dans un verre en Pologne, c'est un petit peu tout le drame humain, la mémoire face au changement, la communauté face à l'individu, la solennité face à la joie pure. C'est une forme de micro-théâtre où, le temps d'un toast, les Polonais redeviennent les gardiens d'une identité qui a survécu aux partitions, aux guerres, aux révolutions. Un verre levé, ici, n'est jamais un acte anodin, c'est avant tout un acte de foi, une foi en la continuité, en la résilience, en cette certitude obscure que tant que nous saurons comment trinquer, nous saurons qui nous sommes. La prochaine fois donc que vous lèverez un verre, ou que vous soyez, souvenez-vous de cette histoire de Yann et de Barbara. Souvenez-vous aussi de Katagena et de son cocktail. Souvenez-vous que dans ce geste apparemment banal, vous tenez peut-être, vous aussi, l'occasion de créer un pont, de dire sans un mot à la personne en face de vous: «Je te vois, vraiment, nous sommes ici, ensemble». Et ce moment compte, il compte autant que tous les toasts de l'histoire. Je ne sais pas si cette histoire résonne en vous. Avez-vous, vous aussi, un souvenir ou une simple coutume autour d'un verre, d'un plat, d'un geste appris qui vous a soudain révélé tout un monde, toute une philosophie insoupçonnée? Je vous demande de me raconter cette anecdote dans les commentaires, partager ce fragment de votre histoire, ce moment où le quotidien a basculé dans le sacré, parce que c'est ainsi que nous tissons ensemble une compréhension plus riche et plus humaine de notre monde. Votre histoire est le maillon manquant de la mienne. Et si vous souhaitez continuer à voyager avec moi au carrefour de l'histoire et de l'humain sous le prisme de l'identité polonaise, aux endroits où les gestes recèlent des significations profondes, abonnez-vous à la chaîne. La prochaine fois, on partira sur les traces d'une autre histoire, une histoire qui vous amènera des siècles en arrière, sur les champs de bataille où se jouait le destin de l'Europe et de la Pologne. Le voyage, il ne fait que commencer et j'ai hâte de le poursuivre avec vous. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi une nouvelle fois le podcast du Double K. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia et je vous dis à très bientôt. Do zobaczenia.